Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Oxygène. Aujourd'hui, Distilben, Vioxx, Mediator et désormais la Dépakine, les scandales sanitaires s'enchaînent. Alors comment l'industrie pharmaceutique nous mêle en bateau? Comment des médicaments faits pour soigner les patients deviennent finalement dangereux pour la santé? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec nos invités. Aujourd'hui avec moi, Marie-Odile Berthelat-Geffroy. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonjour. Alors pour vous présenter, vous avez été juge d'instruction pendant 15 ans, spécialisé sur les affaires sociales, de santé publique. Vous avez notamment instruit l'affaire du sang contaminé pour le volet non ministériel. Et également, vous avez à votre crédit la mise en examen de Martine Aubry dans l'affaire de l'amiante. Oui, il n'y a pas que ça pour Martine Aubry, mais parce que j'avais quand même 35 dossiers d'amiante. Hein. Donc c'est dans un des dossiers que je l'ai mise en examen, mais ça a été annulé. Vous avez également écrit avec Serge Rader, qu'on connaît bien ici, et également Michel Rivasi, qui est député européen écologique, le racket des laboratoires pharmaceutiques. Ça tombe bien, on est en plein dans le sujet. Avec nous également le professeur Philippe Even, vous êtes médecin, pneumologue, ancien doyen de la faculté de médecine Necker, et vous avez évidemment une littérature incommensurable à votre tribu, notamment Corruption et crédulité en médecine, paru en 2015 au Cherche Midi, qui est votre maison d'édition pour quasiment tous vos ouvrages. Vous avez écrit également sur le Mediator, et bien entendu un guide que tout le monde connaît, ou presque, le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, que vous avez coécrit avec Bernard Debré en 2012. J'ai rien oublié ? Non, simplement la deuxième édition va paraître dans 3 mois. Parfait, comme ça on en saura encore plus. Nicole, Nicole, je vous présente rapidement, mais ça y est, là maintenant c'est fait. Vous êtes pédiatre, oncologue, et ça tombe bien, vous avez vous aussi une littérature assez importante à nous faire découvrir. Et là, aujourd'hui, ça sera La face cachée des médicaments, que vous avez écrit d'ailleurs en 2011, toujours aux éditions Michalon. Alors, comme d'habitude, on va commencer par l'actu de la santé. Je sais que ça vous réjouit, Nicole, mais il faut y aller. Alors pour cette actu de la santé, évidemment, on ne pouvait pas passer sous silence l'affaire Cahuzac qui est relancée, puisque Jérôme Cahuzac est donc devant ses juges depuis le début de la semaine, avec l'affaire de l'argent mis à l'abri, dirons-nous, à l'étranger. Il y a un point quand même qui nous intéresse, parce que là, jusque-là, on ne voit pas le rapport, c'est que cet argent proviendrait de l'industrie pharmaceutique pour financer, hypothétiquement, la campagne de Michel Rocard en 95. Alors vous, professeur Even, qui connaissez bien donc la corruption des laboratoires pharmaceutiques, est-ce que ça vous étonne ? Non, pas du tout. Ce qui m'étonne, c'est l'importance que ça a pris par rapport aux réalités. À savoir que Cahuzac, que j'estime beaucoup comme chirurgien, quand il était chirurgien, avant qu'il s'occupe des cheveux, mais qui était un garçon vraiment très remarquable. Il n'y a pas de sous-métier. Oui, mais quand même, il faisait des choses très remarquables. Et bon, c'est vraiment dommage, cette dérive. Le deuxième point, c'est qu'on dit qu'il aurait touché de l'industrie pharmaceutique 600 000 euros. Je voudrais vous dire que ce sont des queues de cerises. Nous avons actuellement en France au moins 80 à 100 professeurs de médecine qui touchent autant que ça tous les ans. C'est un beau petit pécule, alors on peut imaginer. C'est-à-dire qu'ils doublent, triplent, quadruplent leur salaire et que cet argent leur est versé par l'industrie pharmaceutique. Ce qui ne lui coûte pas grand-chose. L'industrie pharmaceutique, c'est 3 000 milliards, c'est-à-dire plus que le PIB français de valeur boursière. C'est la plus puissante industrie du monde avec l'informatique depuis quelques années. Elle a été stigmatisée par l'ONU en séance plénière, rapport publié et dont on a parlé dans tous les pays, sauf en France, où elle a été décrite comme manquant à ses devoirs d'éthique à l'égard des patients, comme s'étant introduite, infiltrée, interdigitée dans toutes les structures décisionnelles. Oui, parce que là, le problème, on est bien d'accord, c'est le conflit d'intérêts. Encore une fois, comment ça se fait qu'un laboratoire pharmaceutique peut financer un parti politique et quel intérêt trouve-t-il là-dedans ?
L'intérêt de poser la question, c'est y répondre. C'est clair, c'est pas particulier à la France, c'est la même chose aux États-Unis. Le principal financeur des campagnes électorales des candidats à la présidence des États-Unis, c'est l'industrie pharmaceutique, y compris le français Sanofi, qui participe au soutien actuellement et d'Hillary Clinton et de Trump. Il ne faut pas savoir d'avance, donc il faut soutenir les deux. Il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Mais l'industrie pharmaceutique fait 800 milliards de de chiffre d'affaires par an. 800 milliards de chiffre d'affaires, 150 à peu près de bénéfices. Et l'achat de la conscience de tous ces médecins dans les grands pays qui comptent du monde occidental, ça représente moins de 1 milliard. C'est-à-dire, elles les achètent. Pour eux, c'est beaucoup d'argent. Pour elles, elles s'en aperçoivent à peine, c'est zéro. Et il faudrait que les Français comprennent qu'il faut contrôler de façon attentive ce phénomène d'achat des fonctionnaires de l'État chargés d'assurer la sécurité des médicaments pour les malades de façon plus sérieuse qu'on ne le fait. Ils n'ont pas le droit de le cacher, et la plupart d'entre eux ne le disent pas. Ils n'ont pas le droit de présider les commissions gouvernementales d'évaluation des médicaments, mais ils les président. Ils n'ont pas le droit d'y participer, mais ils y participent. Ils n'ont pas le droit d'y voter, mais ils y votent. C'est absolument stupéfiant. Et pire que tout, Madame Berthella-Geoffroy, on est dans le droit. Un fonctionnaire de l'État qui veut passer un contrat avec une industrie privée doit obtenir l'autorisation de sa tutelle, c'est-à-dire de son ministère ou de son doyen. Aucun des 80 ou 90 dont je vous parlais tout à l'heure n'a jamais demandé l'autorisation. Je dois dire que les doyens ne leur ont pas demandé. Oui. Bon, alors le système marche dans les deux sens. On est donc dans une situation de profonde... C'est de la prévarication complètement. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai parlé de la corruption, j'ai donné des noms, j'ai donné des chiffres. Vous avez eu des procès en diffamation ? J'en ai 4 qui sont engagés, ça m'est complètement égal de les gagner ou de les perdre. Je pense qu'ils ont tort de les faire parce qu'ils ne sont pas sûrs de les gagner et ça va faire encore plus de bruit sur cette affaire. Bon, mais ça c'est une parenthèse. Bon, tout ce que j'ai dit est vrai. Hein. Vous avez touché 500 000 € l'année dernière, 400 000 l'année d'avant. Monsieur le professeur X, vous n'avez pas d'autorisation de passer ces contrats, mais vous avez passé outre. Vous n'avez pas l'autorisation d'être juge dans l'évaluation gouvernementale des médicaments. Vous l'avez été 18 fois dans l'année, je crois. Qu'est-ce que vous voulez ? En droit, je ne vois pas ce qu'ils peuvent répondre. Ils peuvent quand même gagner le procès parce que... bon. On va s'en tenir là pour cette première... Je voudrais vous dire, Madame Berthella-Geoffroy, qu'est-ce qu'on penserait de juges qui seraient en même temps payés par les gens qu'ils ont à juger, par les industriels. Oui. Eh bien, évaluer un médicament, c'est être le juge de la valeur du médicament, oui, je suis d'accord. Juge des risques ou des intérêts pour les patients, et en même temps, on en juge et on est payé par l'industriel qui les fabrique. Non, marche sur la tête. Le monde à l'envers complètement. Oui, et puis on peut rajouter quand même que effectivement la loi Bertrand de 2001 qui avait quand même essayé de mettre quelques barrières a été complètement dénaturée par les décrets qu'a fait passer Marisol Touraine. Et pour redire simplement, quand un médecin est invité par laboratoire pour un repas à 30 €, il doit le déclarer. Par contre, s'il a un contrat à 300 000 €, il ne doit pas le déclarer puisque c'est secret des affaires. Non, mais c'est simple. C'est vrai. C'est vrai. Hein, Alors justement, Nicole, vous venez de parler des différents décrets de la loi santé, puisque la loi santé est passée en janvier 2016, mais depuis, il y a des décrets qui arrivent. Alors évidemment, le dernier en date, c'était le 1er juillet, avec le tiers payant, dont on a beaucoup parlé, alors que finalement, l'importance est assez minime, dirons-nous. Les Français s'apercevront très vite que c'est du pipeau, puisque... Mais en revanche, il y a quand même un élément dont on parle très peu, qu'on a déjà évoqué dans des numéros précédents d'Oxygène, c'est la révision, voire la suppression du secret médical. Ah oui, ça va complètement dans cette loi santé et dans tous ces décrets qui finalement apparaissent. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de le dire, parce qu'il y avait une loi, on aurait pu espérer que personne ne fasse passer les décrets, vu l'opposition majeure de quand même une grande partie des médecins. Parce que les médecins sont quand même descendus dans la rue. Il y avait 50 000 personnes dans la rue le 15 mars 2015, si je me souviens bien quand même. Mais bon, il y avait aussi une surdité absolue des citoyens qui se faisaient avoir par le tiers payant généralisé. Mais c'est vrai qu'une des choses les plus
terrible, je crois, pour notre exercice médical, pour le colloque singulier avec le patient, c'est cette perte de la liberté de parler avec son patient sans le mettre sur informatique et que l'agence régionale de santé qui nous contrôle tous aille voir ce qui est dit et qu'en plus ces données de santé, on a d'ailleurs créé une agence de plus, agence des données de santé, je ne sais plus comment ça parle ces jours-ci, qui dit bien très clairement que le pouvoir en place va avoir le droit de donner toutes nos données de santé à qui il veut, à telle assurance privée, à telle... Et que quand vous vous assurerez et qu'on vous dira, ben non, là, vous tous vos risques, vous tout ce qu'il y avait comme antécédent dans votre famille, vous êtes à risque et crac, votre prime, vous aurez des malus comme pour votre assurance voiture. Et si en plus vous voulez acheter un appartement... Oui, faire un prêt, etc. On dira, attention quand même, là, on va mettre une surprime. Et on ne peut pas se battre contre cette loi santé, ces décrets pervers qui paraissent à toute vitesse, parce que contrairement effectivement aux autres lois, là, elles paraissent très vite, sans que les citoyens prennent eux-mêmes conscience, et se battent aussi en même temps. Bon, là, ils se rendent compte un petit peu par l'argent qu'ils payent plus et ils sont moins remboursés, ça commence à comprendre. Mais par exemple, le secret médical, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont jamais compris à quel point c'était la base de notre relation. Enfin, alors imaginez pour un psychiatre, un cancérologue, je sais pas, mais pour tout de toute façon, j'irai jamais dire quoi que ce soit à un médecin qui va rentrer ça dans son ordinateur et le donner à l'ARS, parce que s'il le fait pas, il va plus avoir le droit de travailler. C'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'on est quand même en régime totalitaire, si je peux me permettre. De fait, puisque si le médecin ne fait pas ce qu'on lui dit, l'ARS a tout pouvoir, inquisition moderne, de le suspendre, ou en tout cas lui interdire de pratiquer telle ou telle spécialité. Moi, j'ai un collègue qui était quand même qui opérait des enfants de moins de 18 ans, il leur sauvait les jambes, etc. Il reçoit une lettre de l'agence régionale de santé qui dit vous n'avez plus le droit, il ne peut rien faire. Et s'il n'obéit pas, il n'aura plus le droit tout court de travailler. C'est lui qui aura tort de sauver des gens, mais ce n'est pas le fonctionnaire. Donc c'est absolument dramatique. C'est tous ces décrets qui passent. Je voudrais rajouter, parce que tout ça me fait rire. On est au niveau des principes. Il y a actuellement le SNIRAM qui rassemble toutes les données de la médecine, des malades, des commandes de médicaments, des consommations, etc., dans la médecine de ville, d'une part, et il y a d'autre part le PMSI qui fait la même chose pour les hôpitaux. Il y a 15 milliards de données rentrées dans le premier système, 3 milliards dans l'autre. Et la création de l'agence, on va les fusionner. Ouais, alors, on va arriver à gérer 18 milliards de données. Compte tenu de l'équipement d'ordinateur du ministère, du nombre d'ingénieurs pour le faire fonctionner, ça ne marchera jamais. Bon, c'est entièrement du pipeau, c'est du décor. Et on en a eu la preuve avec Diane 35, qui était quand même une affaire assez touchante, en tout cas. Une pilule contraceptive. Vous vous souvenez de ces deux jeunes filles avec un accident vasculaire cérébral, c'était assez tragique. L'État a été obligé de se pencher sur le problème. Alors, on s'est adressé au CIRAM pour savoir combien il y avait eu de ces complications dans les 7 ou 8 dernières années. Il n'y avait pas besoin de regarder, la littérature est claire, il y a des dizaines et des dizaines d'études suivies 10 ans dont on sait exactement le pourcentage d'accidents. Donc il y avait tant de femmes qui avaient pris la pilule, il y avait forcément, j'ai fait le calcul, environ 200 à 250 accidents graves, dont les 2 filles dont je vous parlais tout à l'heure qui ont porté plainte, elles ont bien fait. Au bout de 3 mois, enquête interne, toujours enquête interne. Oui, le ministre demande à une de ses agences qui dépend de lui d'enquêter sur une autre agence qui elle-même répond au ministre. Ça tourne en rond, c'est 0. C'est n'importe quoi. Eh bien, ils ont trouvé 20 cas. Alors c'est remarquable parce que les femmes françaises sont 10 fois moins sensibles à ces médicaments que les femmes de tous les autres pays, Danemark, Suède, France, c'est vrai qu'on est solidaires. Nous, on a le Tchernobyl, là, quand même. La France est unique. C'est Tchernobyl. Oui, c'est Tchernobyl. Alors on va poursuivre avec une dernière actu fraîche avec la constitution d'une association qui s'appelle Pharmakéthique. Donc c'est dans la lignée de la réaction entre guillemets à la loi Touraine justement, puisque finalement leur association vise à réaffirmer le droit à la clause de conscience pour les pharmaciens. Alors c'est quand même quelque part un peu aberrant de se dire que les praticiens de santé vont être obligés de faire des démarches pour réaffirmer leur clause de conscience.
Je ne sais pas si vous avez une réaction, mais c'est... Il y a combien de lois ou de décrets qui n'ont pas d'utilité, qui sont là pour rappeler quelque chose? Et bon, bah, on a la législation la plus fournie de l'Europe. Et, hein, oui, on a une millefeuille de décrets, d'arrêtés, de lois. On est les champions quand en ils ont France. besoin, le pharmacien qui va vouloir épingler parce qu'il n'aura pas accepté de vacciner un patient, c'est quand même lui qui aura tort. C'est lui qui aura tort. Alors que s'il le fait et qu'il prend tous les risques, parce que indépendamment même du côté moral, il va quand même prendre tous les risques. Il ne va pas avoir les antécédents, les contre-indications. Enfin, je veux dire, ce sont des actes médicaux dont manifestement la loi Touraine a oublié de savoir ce que c'était qu'un médecin. D'ailleurs, elle dit bien qu'on n'en a pas besoin. D'ailleurs, j'ai vu aussi qu'il y avait dans l'actualité quand même, j'ai vu passer aussi que la télémédecine est autorisée à partir, là, en tout cas en juin 2016, il y a une agence, une association, peu importe, de télémédecine qui fait des consultations par téléphone, sans voir le patient, sans examen clinique, qui prescrit. C'est invraisemblable, j'ai même pas vu les prix qu'il va faire. J'imagine que le système de paiement, lui, est bien mis au point, par contre. Sûrement, mais de toute façon, l'idée qu'on puisse faire un acte véritablement médical sans avoir un contact direct avec le patient, sans l'examiner, sans le regarder, c'est une aberration. Et je suis contente de pouvoir le redire à tous les gens qui regarderont cette émission. Un vrai médecin examine un malade. On en est amené aujourd'hui à le répéter tous les jours, ce que vous dites là. Ben oui. Absolument. La relation entre le médecin et le malade, le contact, le regard, la palpation, mais on apprend, j'allais presque dire, plus avec les doigts et les yeux qu'avec la langue, et encore bien plus avec des données automatiques. Ah oui, et puis bien plus qu'avec tous les examens complémentaires. Et puis le rôle du médecin et du malade, c'est vraiment le rôle de deux amis. C'est pour que la médecine humaine redevienne humaine, quoi, finalement. Enfin, pour que la médecine redevienne médecine, vous voulez dire, parce qu'il n'y a pas de médecine sans humanité. Oui. Me semble-t-il. Ben, c'est comme ça qu'on va terminer l'actu de la santé pour cette édition. Oui. On est mal parti d'ailleurs. Et puis on va passer au dossier du jour, donc la face cachée des médicaments. On va prendre un peu votre titre, Nicole, vous nous en voudrez pas. Et on va s'intéresser pour cette partie, évidemment, on va commencer avec, je tenais à ce qu'on remonte au début de la création d'un médicament, et je voulais que l'on essaie de faire comprendre comment un médicament... Comment naissait un médicament finalement? Comment l'industrie pharmaceutique, comment un laboratoire décidait de fabriquer une nouvelle molécule, un nouveau médicament justement, et de le mettre sur le marché? Est-ce qu'il dépendait d'une carence, c'est-à-dire qu'on avait en face de nous des malades que l'on ne pouvait pas soigner et pour lesquels il fallait trouver un nouveau médicament qui pourrait les soigner, ou au contraire, est-ce que c'est tout simplement une étude de marché? Le moteur, c'est l'étude de marché. Le moteur pour l'industrie, c'est de s'ouvrir le maximum de patients potentiels pour augmenter son chiffre d'affaires. C'est ça le point de départ. Maintenant, sur la façon dont on découvre les médicaments, l'histoire de tous les médicaments, c'est un roman. Il y a vraiment un livre à écrire, un roman à épisodes, avec des surprises. Bon, mais disons que globalement, 90% des médicaments ont été découverts absolument par hasard. Mais absolument par hasard, y compris les plus récents, y compris d'ailleurs la dépakine dont on parlait tout à l'heure, ça c'est pas si récent. Mais les grands médicaments contre le paludisme, l'artémisine, c'est complètement par hasard, etc. Et puis il y a 10% qui correspondent à une démarche de l'industrie, comme vous l'avez dit, qui cherche à peut-être résoudre les problèmes des malades, ça arrive, mais avant tout à s'ouvrir le plus grand marché possible. Ce qu'on sait qu'il y a quand même 150 nouveaux médicaments par an en moyenne. C'était le chiffre en 2015 et il est à peu près constant chaque année. C'est quand même... Oui, moi je refais mon guide là, en 5 ans, j'en ai 1500 à revoir. D'accord. Ouais, ça fait donc 500, ça fait plus que ça. Ouais. Enfin, mais il y a quand même des faux là-dedans. Mais vous savez, il n'y a rien. C'est des MeToo, c'est des moi aussi, c'est des faux. Oui, mais ça serait à considérer qu'on n'en dispose pas suffisamment finalement, alors que je pense qu'on en a déjà pas mal. Médicaments, je voudrais que là aussi les Français le comprennent, tous les grands médicaments qui ont vraiment changé leurs conditions de vie, leur durée de vie, leur confort de vie, datent des années avant 1980-85. Depuis 1985, il n'y a plus que des fausses découvertes, des copies de médicaments antérieurs ou des médicaments ponctuels. Ça arrive. Un médicament
remarquable, mais qui va servir à traiter très peu de gens, ce qui n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique. À ce moment-là, c'est pour ça qu'elle ne cherche pas ça ne rapporte rien. Elle choisit de s'attaquer au créneau où les malades sont très nombreux. Et s'ils sont pas assez malades très longtemps, de préférence. Donc le les diabète, par exemple, c'est... Mais bien sûr, la prévention, voilà, c'est ça, le citoyen, la population, traiter des gens pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour une maladie qu'ils ont, pour prévenir des complications qu'ils ne feront pas. Parce que ces complications sont extrêmement rares, quand on regarde les chiffres, extrêmement rares. Alors 30 ans de traitement sur une grande maladie, par exemple l'hypertension artérielle ou le diabète, ça ouvre des marchés de 20, 30, 40, 50, 60 milliards par an. Et là, pour l'industrie, ça vaut la peine. Il faut qu'elle s'attaque à des grands marchés. Et s'il n'y a pas de grands marchés, il faut qu'elle les fabrique. C'est les maladies gonflables. Remboursées par la sécurité sociale. Ça va au-delà de ça, parce qu'effectivement, le rêve là, de tous nos assureurs, c'est de faire un profil génétique et de dire « Oh là, vous êtes à haut risque ». Mais ce n'est même pas une maladie qu'on a. C'est une maladie qu'on est susceptible d'avoir un jour et de mettre un médicament là-dessus. Il y a beaucoup à dire sur le profil génétique. Un très joli livre a été écrit par un généticien français dont on aurait pu craindre qu'il s'engage dans cette médecine personnalisée, guidée par les anomalies génétiques qu'on découvre avec les Genome-Wide Association, etc. Bon, tout ça est entièrement du pipeau depuis 10 ans. Pas pipeau pour la bourse. Eh bien, il a eu le courage, Arnold Munich, professeur de pédiatrie aussi, mais de génétique, de le dire dans un livre qui vaut la peine d'être lu. Et son désarroi, d'une certaine façon, de voir à quel point la recherche génétique est dévoyée exclusivement au service de quoi ? Vous ne savez pas encore, de la profit. La médecine personnalisée. Précision maintenant. Ils disent précision parce que comme les mots, c'est-à-dire que maintenant, comme les mots, les gens commencent à comprendre que c'est du pipeau, ils en inventent un autre. Et ça va loin. Les National Institute des États-Unis de santé, un organisme gigantesque qui gère toute la santé des États-Unis, donc du monde, ont créé cette année un 22e institut, l'Institut de la médecine de précision personnalisée. Le but, c'est de traiter chacun, soi-disant au sur-mesure. Alors, évidemment, ce sera plus cher que la couture standard. Hein. Alors, je crois que pour revenir là à ce processus de création des médicaments, il y a quand même un indicateur qui n'est pas inintéressant, c'est le classement ASMR des innovations et donc du critère d'innovation des médicaments, un classement qui part de 1 à 5. 1 étant le plus innovant, 5 le moins, et la majorité des médicaments qui sortent maintenant sont plutôt classés 4-5. Vous avez tout compris. 3 quand ils ont... ASMR, dites-leur, amélioration du service médical rendu. Ça veut dire les médicaments, vous l'avez dit, 1, 2, 3, 4, 5. 1, il n'y en a pas. 2, il y en a un par an qui n'est pas confirmé 2 ans après. 3, à 10-15% de médicaments. 3, ça veut dire... Ce n'est pas un grand médicament, c'est un médicament qui apporte quelque chose au moins à un certain nombre de malades. 4, c'est insuffisant, et 5, c'est nul. Eh bien, actuellement, les 4/5e des médicaments sont dans les classes 4 et 5. Or, qu'est-ce que vous croyez qui se passe ? Ils sont quand même remboursés. Ils restent sur la liste en sus, payés à 100% par la sécurité sociale, hors les groupes homogènes de malades. Alors ça, c'est assez incroyable parce que c'est un point quand même fondamental. Sanofi, à titre informatif, donc de la Dépakine, est classé 20e mondial en matière d'innovation. Donc bon, visiblement, il ne doit pas être 20e mondial en matière de chiffre d'affaires, je pense. Ça me fait rigoler. Mais c'est quand même fascinant, cette idée de non-innovation du médicament qui sont remboursés par la sécurité sociale, mais par les contribuables. Sanofi, 0. Pas un seul médicament n'a été isolé, produit, inventé en France depuis 1972. Faites le compte, hein. Depuis 1972, ça fait 45 ans. Tous les médicaments, les bons et les inutiles, ensemble, globalement, nous viennent des États-Unis, d'Angleterre et de Suisse, en pratique, un peu de Japon, d'Allemagne, pas grand-chose. Nous sommes totalement dépendants des pays étrangers dans le domaine du médicament, comme nous le sommes dans d'autres domaines comme l'informatique. Comme par hasard, les 2 plus grosses industries mondiales, l'informatique et les médicaments, la France est absente. Voilà.
Alors on va passer à la suite, peut-être à comment sont testés les médicaments avant d'arriver sur le marché. Qui fait les tests, bien évidemment? Sur quoi sont-ils faits? Est-ce que l'on commence sur des cellules? Est-ce que l'on commence sur des animaux, des humains, des citoyens français ou des citoyens à l'étranger d'ailleurs? Parce que ça c'est aussi une question qui serait pas inutile de soulever. Je ne sais pas, Nicole, vous voulez... Je pense que nous avons un grand spécialiste. Hélas. On va en profiter. Hélas. Quand la molécule est bonne, ça arrive, ça se passe bien. Mais comment on sait qu'elle est bonne? Comment est-elle testée? On voit aussi vite qu'elle est active. L'industrie, elle achète une molécule qu'elle n'a pas découverte, naturellement. C'est dans nos laboratoires de recherche publics, pas français, mais bon, les autres pays que j'ai cités tout à l'heure. Les chiens flaireurs de l'industrie, qui visitent tous les laboratoires publics, qui s'installent d'ailleurs à côté en général, cherchent quelle molécule, quelle découverte pourrait ouvrir un créneau thérapeutique. Ils ont donc une molécule, ils l'achètent. Le laboratoire est ravi parce qu'il touche d'un coup 200, 300, 400 millions. Pour un laboratoire de recherche, c'est gigantesque. Pour l'industrie, ça ne compte pas, c'est rien. Et à partir de là, il y a une très longue période. Et là, il faut, je vais dire, rendre hommage à l'industrie. Ça m'arrive. Parce que pendant 10 ans, ils vont faire ce qu'on appelle le développement. Confirmer la réalité de la découverte. Il faut quand même savoir que 9 fois sur 10, ça ne se confirme pas. Ensuite, préciser les contours de l'effet. Est-ce qu'il y a seulement l'effet qui a été décrit, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être toxiques, mais qui pourraient aussi être intéressants? C'est des années de travail qui se font d'abord sur des prélèvements biologiques de laboratoire, ensuite sur des cultures de cellules, et ensuite, quand ça s'est bien passé jusque-là, on passe aux animaux d'expérience. D'abord les moins chers, les plus petits, les souris et les rats. Et puis après, on prend des chiens, quelquefois même des singes, mais maintenant ça devient à peu près impossible. Et on fait des tests qui permettent de voir, est-ce que tous les animaux se comportent globalement à peu près de la même façon à l'égard de la molécule, et quel est le domaine des doses à utiliser pour éviter la toxicité, mais pour obtenir l'efficacité. Ça demande encore 3 ans de travail. Alors on va peut-être faire une pause ici parce que justement j'ai contacté le professeur Claude Reiss qui est également le président de l'association Antidote Europe qui milite pour la fin des tests sur les animaux dans un cadre scientifique, pour des raisons scientifiques. Donc je vous propose d'écouter les quelques minutes de réponse qu'il nous a accordées. On teste sur des animaux pris comme modèle biologique de l'homme. Or, aucune espèce n'est un modèle pour une autre. C'est la conséquence de la définition même d'une espèce, à savoir son isolement reproductif. Ce qui signifie qu'un chat ne peut pas se croiser avec un chien ou une vache avec un cheval. C'est dû au fait que le patrimoine génétique d'une espèce est unique. Or, quand une espèce est exposée à une substance, mettons un médicament, elle va réagir à ce médicament avec ses gènes à elle. Autrement dit, si vous testez ce médicament chez le chimpanzé, chez le rat, chez la souris, chez le chien, etc., vous avez une certaine réponse, mais la réponse est conséquence du patrimoine génétique de cette espèce-là. Quand vous passez à l'homme, eh bien, le patrimoine génétique de l'homme est complètement différent, même par rapport au chimpanzé, et par conséquent, il n'y a aucune raison que le résultat que vous allez observer chez l'homme soit comparable à celui que vous avez observé chez la souris ou chez le chimpanzé. La réponse, si vous voulez, des deux espèces différentes peuvent être semblables, elles ne sont jamais identiques. Et par conséquent, l'expérience chez le modèle n'a aucun sens pour l'homme. Donc c'est la conséquence de ce problème qui fait que nous avons actuellement un certain nombre de décès en France en particulier, qui sont dus à des effets secondaires des médicaments. Elles sont aux alentours de 30 000 par an, 30 000 personnes qui décèdent à cause d'effets secondaires des médicaments. Est-ce que vous considérez que la pratique de l'expérimentation animale peut être un avantage pour les laboratoires pharmaceutiques ? Bien entendu. Bon, l'industrie pharmaceutique, mais même pour l'industrie chimique ou l'industrie des agroalimentaires, si vous voulez. Si vous voulez tester un produit sur un rat, mettons sur une souris, vous choisissez dans cette espèce, mettons la souris, la lignée qui a des caractéristiques telles qu'elle va vous donner la réponse que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez choisir dans une espèce donnée, en particulier chez les rongeurs, nous pouvons choisir une lignée
qui a été sélectionné pour, par exemple, être très peu exposé à la cancérisation, être très peu exposé à l'effet des molécules qui miment l'effet d'hormones, ce qu'on appelle les proliférateurs endocriniens. On connaît des milliers de lignées comme ça. Par exemple, chez la souris, il y a une liste de 2 ou 3 000 lignées dans lesquelles on peut se servir, si vous voulez, pour choisir la lignée qui vous donnera la réponse que vous voulez. Autrement dit, vous pouvez avoir une réponse et l'opposé de cette réponse selon la lignée de l'espèce que vous avez choisie. Oui, on ne peut pas mieux dire. J'adhère complètement. D'abord parce qu'il s'agit d'un homme qui connaît à fond cette question, mais aussi parce que, j'allais dire, c'est presque du bon sens. Cela dit, il y a une réserve. Comment faire entre un produit qui marche sur un système biologique dans un tube à essai, sur des cultures de cellules qui paraît aller dans la bonne direction? Pour passer à l'homme, on ne peut pas le faire directement. Il faut bien faire un certain nombre de tests chez l'animal, à condition de ne pas biseauter les expériences en choisissant les lignées qui vous permettent d'obtenir le meilleur résultat possible, et à condition de se rappeler que ce n'est pas parce que le chien l'a parfaitement supporté que l'homme va le supporter, ou vice-versa d'ailleurs. Mais cette période de l'expérimentation animale, on ne peut pas s'en passer, à condition qu'elle soit honnête et qu'elle soit prudente. Bon, alors si on doit résumer, finalement, on peut tester sur les animaux pour savoir si la substance est extrêmement toxique ou pas, mais on ne peut pas tirer des conclusions de ces tests sur les animaux. Non. Donc finalement, on voit quand même que c'est largement dévoyé par l'industrie pharmaceutique, encore une fois. Oui, mais c'est lui qui le voit, il le dit, mais personne ne le dit. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire là sur le choix des lignées. Très, très intéressant. Oui, c'est vrai que ça, c'est pas très... Cela dit, on est obligé de passer par l'animal, et puis après arrive la terrible période de la phase des essais chez l'homme, la phase 1, où on travaille sur des volontaires sains, que, a priori, on a complètement informé de toutes les données, encore faudrait-il les avoir, et faudrait-il qu'elles soient comprises. Et sur un petit nombre de malades, on commence à tâtonner, pas de malades, de normaux. De patients sains, oui. De patients sains. Et on commence à grimper la dose pour trouver la dose toxique. Alors il y a 2 façons de faire. Celle qui est recommandée, on fait une dose, puis on attend pour voir ce qui se passe. Et puis il y a la façon de l'essai de Rennes qui a provoqué un mort, l'essai biotrial. Alors là, on augmente la dose par palier, mais en parallèle. C'est-à-dire il y a ceux qui ont une petite dose, une dose moyenne. On n'attend même pas. Puis il y en a un qui n'a pas eu de chance, qui a eu directement la dose énorme. Voilà. Donc en l'occurrence, c'est ce qui s'est produit à Rennes, puisqu'on sait qu'il y a un volontaire sain qui est décédé à la suite des essais. Oui, et 2 qui ont des séquelles, qui sur 5 qui avaient pris cette dose commencent à faire beaucoup. Effectivement. Et alors, on va ensuite, une fois que les tests médicaux, entre guillemets, sont faits, on n'a peut-être pas répondu à la question qui fait ces tests. Est-ce que c'est uniquement le laboratoire qui produit le médicament ou est-ce que ce sont des tests publics ? Non, ni l'un ni l'autre. Ce sont des compagnies privées, largement subventionnées par l'industrie. Au fond, ce sont ces sous-traitants qu'on appelle les CRO. C'est l'expression dans le monde, Contract Research Organization, organisation sûrement, recherche, je ne suis pas sûr. Et bref, c'est elle qui assure dans le monde entier les premières études sur l'homme. Mais pas en France, ni en Angleterre, ni aux États-Unis, il y a trop de risques. Il y en a un tout petit peu, la preuve, l'histoire de Rennes, mais c'est complètement marginal. L'essentiel est fait dans des pays de moindre niveau économique et médical et scientifique. Donc c'est fait en Afrique noire. On cite souvent l'Inde aussi. En Inde, à Sumatra, enfin bon, partout où il y a la possibilité de recruter des patients facilement. Il suffit de les payer, avec 3 roupies, ça marche très bien. C'est suivi théoriquement par des médecins, mais quand on analyse comment ça fonctionne sur le terrain, ce sont des gens qui ont été en contact avec la médecine, mais ne sont pas souvent des médecins. Ou alors c'est des jeunes étudiants qui, à la vacation, surveillent les malades. Surveillent, pas toujours en les examinant, souvent par téléphone. Ou qui leur envoie par mail un questionnaire à remplir, vous avez vu ça, vous avez vu ça, vous avez vu ça, cochez là-bas, etc. Donc c'est une surveillance à distance où le malade ne voit pas le médecin et vice-versa. Non, mais c'est une situation absolument scandaleuse, d'où il ressort à la fin, les CRO
comme celle de Rennes. C'est une CRO française, il y en a quand même 5, je crois, en France, qui vivotent parce que le gros des essais est fait ailleurs. Bon, une fois qu'on a les résultats, eh ben, on passe aux grands essais sur les malades. Alors, donc in vivo, entre guillemets, enfin pas in vivo, mais dans la réalité, quoi, sur des patients. Oui, sur des malades. Les premières, c'était des essais de toxicité sur l'homme sain. Mais on ne peut pas analyser les essais pour la maladie, ils n'ont pas la maladie. Ils sont des gens aussi sains que vous ou moi. Enfin, bon. Bon, mais après, les essais dits de phase 2 et 3 sont des essais sur les malades. Phase 2, on va prendre 30 malades. Et ils sont informés, par contre, qu'ils font partie d'un protocole d'essai ? Ils sont très informés, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient informés avec la vérité maximale. Mais on leur explique, voilà, on va faire ça, on vous propose ça, vous avez telle maladie, on a des médicaments qui marchent, mais là, il y a probablement un médicament qui pourrait vous apporter quelque chose, mais il est en cours de test, si vous êtes d'accord, et au fond, le malade devient le cobaye de sa propre maladie. Pas facile à éviter comme situation. À un moment donné, il faut passer à l'acte, hein, il faut voir. Donc, les premiers sont faits sur 50 personnes, 25 qui ont le médicament, 25 qui ne l'ont pas, ou un peu plus, pas beaucoup plus. Et puis, si ça marche, il y a des résultats, où l'industrie estime qu'il y a des résultats, ce qui n'est pas pareil. Il n'y a pas de toxicité, ou bien l'industrie estime qu'il n'y a pas de toxicité, et alors on passe sur les essais de phase 3. Et là, c'est des essais qui vont durer de 1 mois pour les maladies très aiguës, à 5 ou 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans pour les maladies très chroniques, qui vont porter sur 200, 2000, 10 000 malades. Vous imaginez l'usine à gaz de suivre pendant même 5 ans seulement 10 000 malades dans 150 centres de 25 pays, et vous regardez la liste des pays, ben vous retrouvez toujours la même chose. C'est comme pour ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a quelques laboratoires, quelques services de médecine des grands pays, mais pour l'essentiel, eh ben, ça va se passer au Kamtchatka, avec une surveillance qui sera celle que j'ai... Oui, on verra ceux qui sont morts et ceux qui ne sont pas morts. Voilà. Et après, on a toutes les données. Le laboratoire les garde pour lui. Propriété intellectuelle, propriété industrielle, premier amendement de la Constitution des États-Unis, ça reste totalement secret. Et le laboratoire trie dans ses résultats, constitue un dossier, propose ce dossier aux agences gouvernementales de médicaments qui répondent « OK, on le met sur le marché » ou qui refusent. Après, une fois qu'ils ont la demande, ils commencent à faire la pub, c'est-à-dire à faire des publications dans les grands journaux, avec, non, pas les mêmes données. On a la surprise quand, juridiquement, grâce à l'action des tribunaux, en particulier américains, on a plusieurs fois comparé, on a eu accès aux vraies données. Le problème de ce qu'ils appellent l'open access, c'est le problème numéro 1. Actuellement, ça veut dire depuis 10 ans, aux États-Unis. Pas moyen d'obtenir l'ouverture des dossiers. Il faut une commission rogatoire, un juge, et ils sont obligés à ce moment-là de mettre sur la table leur dossier. Et là, stupéfaction. Dans leur dossier, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la demande d'autorisation. Et dans la publication, il y a beaucoup de choses qui étaient de la demande d'autorisation qui ne sont plus. Il ne faut pas effrayer les lecteurs, hein, les médecins qui vont prescrire. Autrement dit, on a 3 degrés de vérité. La vraie, seul le laboratoire la tient. Intermédiaire, les agences d'État qui ont reçu une partie de l'information. Et puis les médecins qui vont prescrire, alors là, qui ne sont pas informés. Et alors justement, est-ce que dans le cas des agences d'État, on peut assister à des conflits d'intérêts ? Est-ce que là encore, il y a certains experts qui pourraient avoir intérêt à valider ou non un médicament ? Bien sûr. Bien sûr, bon, je prends l'exemple de la vaccination anti-hépatite B, où j'ai bien retrouvé tous les documents, mais par commission rogatoire et surtout par perquisition. Parce qu'on peut faire des réquisitions, mais si on ne sait pas quels sont les documents qui sont faux, il faut faire la perquisition et rester quelques jours dans le laboratoire. C'est ce qui peut se faire si un juge d'instruction le décide. Et
décortiquer en fait tout ce qui est mensonge. Enfin là, il faut qu'il y ait une vraie volonté, entre guillemets. Oui, un juge d'instruction qui est nommé a la volonté d'aller jusqu'au bout de son dossier. Oui, mais là, du coup, on est déjà parti en justice, entre guillemets, alors qu'on pourrait espérer que l'agence nationale, elle, fasse son travail correctement. Mais non, vous riez là, enfin bon, c'est pas possible, c'est pas possible. Bah oui, je suis candide. Oui, non, les agences nationales sont en fait des parapluies qui ont été créées après le sang contaminé. C'est ça, hein, pour éviter peut-être d'aller plus haut quand les agences nationales n'ont pas fait leur travail. C'est la même chose pour la dépakine. Vous pouvez préciser pour l'hépatite B, si je ne me trompe pas, malgré tout le travail qui a été fait avec la volonté, on a quand même abouti à un non-lieu, c'est ça ? Absolument. Ça, après mon départ, j'ai un non-lieu. Eh bien oui, ça c'est la justice française avec les affaires de santé publique. Ce sont des affaires qui ne sont pas acceptées par le parquet. D'ailleurs, toutes les affaires de santé publique ont été ouvertes sur constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, c'est-à-dire que le parquet ou a classé sans suite ou est resté plus de 3 mois sans rien faire. Et généralement, c'est plus que 3 mois, puisque tous les avocats ou toutes les personnes ne savent pas qu'il y a cette possibilité de passer au-dessus du parquet pour arriver à un juge d'instruction. Ah oui. C'est une spécificité française, mais pourquoi ? Parce que notre justice n'est pas indépendante, puisque tout le parquet est relié, c'est-à-dire tous les procureurs de France et de Navarre peuvent recevoir généralement téléphoniquement des ordres d'ouvrir, de ne pas ouvrir une information, c'est-à-dire Donc ils subissent des pressions, quoi, tout simplement. C'est même pas des pressions, c'est des ordres. Ils obéissent. Il y a quelques rebelles, mais ils sont très marginaux. Non, quand on fait une carrière du parquet, on est sous la direction du ministère de la Justice. Donc voilà, comment voulez-vous que ces dossiers-là, qui n'ont pas l'aval, la bénédiction du parquet, puissent arriver à un procès ? Le seul procès qui est arrivé dans tous les dossiers que j'ai traités, c'est le procès de l'hormone de croissance. Et au moment du tribunal correctionnel et après la cour d'appel, il y a eu une relaxe. Mais la cour de cassation, parce que quand même, la cour de cassation a cassé la relaxe et n'a pas eu le courage de renvoyer devant une devant une cour d'appel au pénal, mais au civil. C'est des choses qu'on ne sait pas. Mais quand on arrive au plus haut, que ce soit à la cour de cassation ou que ce soit à l'Europe, on a des succès. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Regardez l'exemple avec l'Italie. L'Italie, l'amiante, un procureur indépendant en Italie fait une enquête sur les mêmes dossiers que j'avais moi dans mon cabinet. D'ailleurs, je lui ai donné tous mes dossiers d'amiante. C'est exactement la même chose. L'amiante, c'est international, hein, c'est même pas seulement européen. Eh bien, 10 ans et 18 ans 20 ans et 18 ans de réclusion pour les 2 PDG. Moi, dans mon cabinet, j'avais les 2 mêmes PDG, enfin pas les 2 mêmes, les Français, les PDG français de la même usine, hein, usine qui s'appelle Eternit. Et bien le dossier, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais peut-être qu'il y aura un non-lieu. Comment voulez-vous que les gens comprennent, s'ils habitent juste à la frontière et même s'ils sont en France, de savoir que la justice italienne indépendante s'occupe des affaires de santé publique et la France, non. La France, on met le couvercle sur la marmite. On le met à chaque fois. Là, maintenant, je suis avocate, je vois que c'est la même chose. Quand je dépose des plaintes, et c'est assez récent, mais on tergiverse et on arrive à l'indemnisation pour que... Mais l'indemnisation, je ne suis pas contre, au contraire. Il faudra la faire assez rapidement, mais... pouvoir permettre au pénal, avec tous les pouvoirs d'un juge d'instruction, notamment concernant les labos, de pouvoir rechercher la vérité dans ce dossier. Qu'est-ce qui a fait que... après, il y a les mises en examen. Alors, c'est le gros problème. Ils sont tous liés. Donc, que ce soit les agences, les politiques, et tous les industriels. Et dans tous ces dossiers, il y a des lobbies. Hein, ça, c'est vraiment tout ce que j'ai retrouvé. J'ai trouvé à chaque fois le poids des lobbies, les lanceurs d'alerte qui ne sont pas entendus.
Hein, regardez dans le médiateur, cette médecin de Bretagne, et l'expertise. Les experts ne sont pas indépendants. Les experts judiciaires, oui, mais les experts, évidemment, comme vous avez dit, Monsieur Even, c'est les professeurs qu'on va chercher, et on ne sait pas vraiment quels sont leurs intérêts, et généralement ils en ont. Maintenant, on doit les déclarer, mais bon, il n'y a pas de sanction, donc ils déclarent ce qu'ils veulent. Donc la France, par rapport à l'Italie dans les affaires de santé publique, mais c'est zéro pointé. Et pourquoi ? Parce que tout le monde est lié. Je ne dis pas je ne dis pas que tout le monde est malhonnête, mais il y a une influence interdépendante de tout ce monde. Peut-être pas la justice, parce que bon, la justice, on a beaucoup de défauts, mais on est a priori honnête. Mais le seul fait que ce soit le ministère, c'est-à-dire le politique, qui dirige le parquet, est incontournable pour ne pas réussir à trouver la vérité sur tout ce qui s'est passé, à trouver quels sont les responsables, non pas toujours pour les juger, mais pour la prévention. La prévention, c'est, maintenant on le fait dans les hôpitaux, c'est les retours d'expérience. Qu'est-ce qui a fait que telle information sur la dangerosité d'un médicament ne soit pas sortie en France? Qu'est-ce qui est dans toute la chaîne des décisions et des non-décisions? Parce qu'il faut savoir qu'au pénal, une négligence, c'est-à-dire le fait de ne rien faire, peut donner lieu à une mise en examen avec les blessures et homicide involontaire, c'est-à-dire que c'est involontaire, c'est fait par négligence et imprudence, et là tout le monde va aux abris. S'il n'y a pas de juge d'instruction qui a le courage d'aller jusqu'au bout d'un dossier. Alors là, on vient de voir quand même qu'il y avait de nombreux dysfonctionnements d'un point de vue de l'indépendance de la justice. On a vu les dysfonctionnements au niveau des laboratoires pharmaceutiques, mais je crois qu'on a oublié quand même un maillon entre les deux, et vous l'avez touché du doigt en parlant du droit à l'information sur ces médicaments, c'est qu'il y a quand même une étape intermédiaire entre le patient et le médicament, c'est le médecin prescripteur. Et est-ce qu'il n'est pas tenu, lui, d'être au courant de ce qu'il va prescrire ? Ouais. C'est l'information des médecins et la formation. Information et formation. Oui, c'est deux choses-là qui ne sont pas faites en France. Comme disait M. Even, qu'est-ce qui arrive aux médecins prescripteurs, finalement, comme information ? Et c'est de pire en pire. Je voudrais juste, si on a encore un tout petit peu de temps, rajouter sur que la phase des 15 ans, phase 1, phase 2, phase 3, qui paraissait assez ahurissante dans certains détails, mais paraît encore maintenant plus logique que ce qui est fait maintenant, puisque depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, maintenant on est dans les études pivots et on a changé les critères d'acceptation des médicaments, et ça c'est invraisemblable. En cancérologie, pour qu'un médicament obtienne l'autorisation de mise sur le marché, il fallait quand même que le laboratoire réussisse à montrer que, je sais pas, on avait 10% de plus de guérison des malades à 5 ans, par exemple, ou même à 3 ans, mais plus de guérison. Maintenant, non. Les critères ont été changés, ils sont publiés en 2009, là, par les associations de sociétés savantes, et les laboratoires ont obtenu l'autorisation pour soi-disant donner plus rapidement l'innovation aux patients. Enfin, quelle chance on a d'être français, puisqu'on a tout de suite l'innovation, avant qu'elle ait... C'est ce que dit même notre ministre, je le cite. Oh, elle a sûrement raison. Elle a sûrement raison. Et donc, voilà. Donc, maintenant, les critères sont... Vous avez, je sais pas, un cancer du poumon avec plusieurs métastases ou plusieurs localisations. On en prend une comme cible, et puis on regarde au bout de 4 mois si elle est stable. On appelle ça survie sans progression, ce qui est quand même vraiment une trahison des mots. Et oui, et si vous avez une survie sans progression, on vous publie un super papier disant que vous avez une augmentation de 47% de la survie sans progression sur les 4 mois sur une cible. Et là, on vous donne des AMM provisoires, ou fractionnés maintenant, soi-disant accélérés. Et alors, il me semble, là, je ne sais pas si vous avez vu passer sur le plan juridique, il semble que l'Agence européenne du médicament généralise cette procédure qui avait été faite dans les faits depuis en tout cas 2010 sur les médicaments pour des maladies à risque vital rapide. Mais cette procédure accélérée soit mise sur l'ensemble des médicaments depuis juin 2016. Il y avait une circulaire qui avait dû passer. Il faudra vérifier si elle est vraiment passée. Je suis à l'origine d'une demande auprès de la Commission européenne
non pas d'autorisation accélérée d'utilisation, mais de retrait accéléré des médicaments. Eh bien, elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Oui, mais alors, si vous voulez, c'est absolument catastrophique parce que ça explique que toutes ces thérapies ciblées, etc., qu'on vous présente au journal de 20h en 2005 comme le dernier miracle à la mode, finalement, quand vous reprenez la littérature, et nous on l'a fait pour la cancéro comme vous l'aviez fait pour la cardio, nous on l'a fait peut-être en moins complet, mais en tout cas c'est le même principe, et on s'aperçoit que les médicaments miracles qui dans les brochures glacées qu'on donne aux patients, comme soi-disant consentement éclairé, où on a montré que ça augmentait de 47% la survie sans progression, de la petite métastase locale, mais ça c'est oublié, que finalement à 3 ans il n'y avait pas de différence avec le traitement de référence. Mais c'est oublié. Et ces phases, alors c'est quand même, c'est dramatique parce que ces études pivots sur 4 mois avec des critères d'effalation modifiés sont quand même ce qu'ils appellent des phases 1, phase 2, c'est-à-dire qu'ils les font extrêmement précocement dans l'histoire du médicament et que les effets secondaires qu'on va voir, je veux dire au 5e mois par exemple, ou même les effets secondaires qu'on va voir pendant, mais si un malade meurt d'un cancer, c'est pas de chance, hein. Donc il a eu un cancer foudroyant, comme vous entendez tout le temps parler de cancer foudroyant, et en fait ils sont morts de ces molécules qui étaient peut-être pas plus scandaleuses que d'autres molécules, mais qui n'ont pas été testées, et qu'on leur a donné comme thérapie précoce, en plus comment un patient de base peut-il imaginer qu'un médicament qui a une autorisation de suivre sur le marché n'ait pas été testé? Justement, on avait quand même cette notion des 15 ans, du 1 milliard qui n'en était pas un de développement, mais enfin, on avait toute cette notion-là, et maintenant ce sont des études pivots sur 100-200 malades et sur des critères modifiés courts. Donc ça, c'est absolument tragique, et c'est comme ça qu'on a vu qu'en cancérologie, tous les produits merveilleux dans le cancer du poumon, le plus classique, dans le cancer du sein, de la prostate, etc., ne donnent rigoureusement aucune chance de survie supplémentaire, mais quand même des drames, et puis surtout ils sont donnés très tôt, parce que c'est des médicaments qu'on donne par la bouche, donc on dit au patient, on va vous donner une petite image là, à votre PET scan, mais on va vous donner un petit médicament là. C'est pas invasif. Vous savez, ça fait pas tomber les cheveux, vous allez prendre ça par la bouche, etc. Et puis 2 mois après, de temps en temps, alors je dis pas c'est dans tous les cas, mais même si c'est 2%, 3%, c'est trop, on apprend que la personne a été enterrée au bout de 3 semaines, quoi. Ah elle n'a pas de chance, elle avait un cancer foudroyant. Donc ça, c'est un scandale absolu, ces études pivots et ces critères d'acceptation des AMM, même s'ils mettent provisoire à côté, c'est hallucinant. Oui, mais la justification, c'est de dire, si une de ces molécules s'avère efficace, ça pourra arriver probablement un jour. Pourquoi pas? Bon, on ne va pas attendre les minimum 5 à 8 ans pour l'autoriser. Et priver les gens de cette... Malheureusement, le cancer, c'est une maladie qui évolue vite. Bon, avec les maladies cardiaques, c'est toute la vie. Bon, on a tout le temps, on peut attendre 15 ans. Il y a déjà des traitements qui marchent. On ne propose jamais que des améliorations de ces traitements. C'est pas tragique qu'on les étudie pendant 10, 12, 15 ans avec le plus grand sérieux avant de les mettre sur le marché. Là, on est devant une maladie qui fait peur, qui tue souvent très rapidement, pour lequel on n'a pas énormément d'alternatives thérapeutiques. Et il y a une angoisse de certains cancérologues, probablement de malades, dont l'industrie s'est très bien jouée, pour tenter d'utiliser rapidement, sans aucune preuve, et même, allons jusqu'au bout, quasiment la preuve que ça ne marchera pas. Oui. Mais bon, il y a toujours une petite chance. Bon, et ils jouent sur cette peur pour proposer ces essais hyper rapides, dont on tire des conclusions prématurées et qui permettent de traiter les malades et de vendre le médicament. Oui, parce que c'est quand même 5 000 € le mois au lieu des 50 €. Voilà, alors, il faut quand même rajouter, et c'est là où le scandale est encore plus grave, c'est que, bon, à l'extrême limite, moi je veux dire, on n'a plus de 2 mois à vivre, on a tout essayé, bon, on a tous fait en cancérologie, accepter cette notion-là. Mais là, les patients, ils l'ont quand même très vite dans leur prise en charge, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas, pour la plupart d'entre eux, des traitements éprouvés, démontrés efficaces, qui guérissaient les malades jusqu'en 85. Alors je répète à chaque fois qu'en 85, on guérissait 50% des patients adultes atteints de cancer et 3/4, tout le monde était d'accord, au moins 3/4 des enfants atteints de cancer. Donc tous ces gens-là, ces 3/4-là et ces 50%-là, ils ont encore
encore le droit, ils existent encore, ils ont encore le droit à ces traitements éprouvés. Mais dans beaucoup d'endroits, ils ne les reçoivent plus. Et les cancérologues qui essayent de leur faire recevoir quand même, ils ont bien du mal avec leur supérieur hiérarchique et leur administration. Donc ça, il faut que les malades se battent, parce qu'il n'est pas écrit quand même qu'il est interdit de donner les traitements éprouvés, c'est pas écrit quand même. Il faut que les malades se battent, et on en revient au consentement éclairé. Dans les consentements éclairés, il faut qu'on vous dise, voilà, cette molécule, elle a été mise sur le marché provisoire. Ils peuvent d'ailleurs aller voir sur la Haute Autorité de Santé, quand même, les avis sont assez honnêtes en général. On voit bien qu'ils ont... Donc, ils ont qu'à taper leur nouvelle molécule et voir Haute Autorité de Santé, ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait, le recul et pas le recul. Et puis, on doit, dans le consentement éclairé, leur donner les informations sur les traitements qui ont déjà été éprouvés et les taux de guérison et les publications médicales. Là, vous parlez de... C'était la loi jusqu'à présent, parce qu'il semble bien que sur le consentement éclairé, là encore, la loi de santé est atténué ça en disant leur doigt des explications, mais ils sont en train d'atténuer le consentement éclairé. Oui, ça serait bien que les juristes regardent ça et disent en quoi c'est scandaleux, et c'est contraire au Code de Nuremberg, à la déclaration d'Helsinki et tous les codes éthiques que la France a signés. Donc ça serait important d'ailleurs qu'on revoie ça ensemble, si on pouvait réétudier cette modification du consentement éclairé dans le sens, en fait, on informe de moins en moins. Et il y a aussi, il n'y a pas que le consentement éclairé du malade, il y a aussi ce que vous avez dit, Madame Berthella-Geoffroy, tout à l'heure, le problème de la formation et de l'information. Oui. On est dans une situation tragique. Ils sont très mal formés. J'ai été doyen pendant 15 ans. Je sais comment sont construits des programmes qu'on ne peut pas changer. Hein. C'est pas un doyen qui peut changer les programmes. Il faut que ça tombe du ministère et naturellement, il ne se passe jamais rien. Autrement dit, on a des programmes aujourd'hui qui auraient été à peine convenables il y a 18 ou 20 ans et vice-versa. Ça n'est jamais adapté à la médecine telle qu'elle est au moment où ils vont sortir. Mais il y a surtout l'information après. Et malheureusement, les médecins ayant été mal formés, justement parce que là, on a vu que dans le scandale de la dépakine, on savait depuis fort longtemps, depuis les années 80. Ah oui, moi j'étais scandalisée que cette molécule avait des effets tératogènes. C'est pour ça qu'Élise a encore proposé ce sujet. J'ai dit mais oui, parce que écoute, j'ai fait de la pédiatrie générale longtemps avant de faire que de la cancérologie, donc en 82-83, je me souviens parfaitement qu'on savait. Je me suis dit, mais je dois rêver, quoi, je dois me tromper. Et en fait, on a vite retapé sur Internet PubMed, on a plein de publications disant que, effectivement, l'ensemble des anticonvulsivants sont à risque tératogène. Donc, toute femme enceinte qui est sous antiépileptique, qu'elle fasse très attention. Et si elle peut quand même essayer de plus ou moins arrêter, c'est mieux. Mais surtout qu'on savait très bien que la dépakine était un... 3 fois plus que les autres. C'est un article français, en 82. Il y a des publications internationales, il y en a plusieurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer quand même que les médecins internationales. Oui, mais ça, c'est un problème, justement. Est-ce qu'on peut pas considérer que les médecins ont le devoir de se renseigner? Mais ils ont le devoir, effectivement. Oui, mais enfin, Nicole, vous ne pouvez pas dire ça. Quand on est malade, on fait confiance à son médecin. Son médecin, il est censé être informé. Maintenant, vous avez expliqué en long, large et en travers que le médecin, il est sous la pression et de sa bureaucratie qui lui impose de choisir un certain nombre de traitements. Mais ça, les gens ne le savent pas. Ah, il faut quand même qu'ils sachent. Ils votent aussi. Je veux dire, on leur met la loi de santé, on leur dit vos mutuelles, vous allez avoir des réseaux de santé, on va vous imposer. Alors, quand c'est pour tel type de lunettes, c'est peut-être pas grave. Mais vos mutuelles, vous imposer à vos médecins un certain nombre de médicaments. Il faut que les gens se renseignent. On n'en sortira pas. Donc en gros, aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance uniquement à son médecin, il faut aller se renseigner ailleurs. Dans la mesure où le pauvre médecin n'a plus de liberté de soigner, le médecin n'a plus de liberté de soigner. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et n'est pas informé. Il y a aussi qu'il ne sait même pas. Oui, mais est-ce que ce n'est pas de son devoir de s'informer lui-même quand même? Mais il faut par exemple qu'il s'abonne à prescrire, c'est le seul qui soit indépendant. Sinon, ce sont les labos qui font la formation. Il y a 15 000 médecins inscrits, abonnés à prescrire. C'est payant. Et il y a 200 000 médecins en France. C'est payant, ça doit être 500 € par an. Ça fait quand même qu'1,50 € par jour. Pour un médecin, il peut le faire. Il peut le faire. Bon. Et puis, il pourrait aussi s'informer aux sources. Il y a 5-6 grandes revues de médecine dans le monde qui ne sont pas indemnes de critiques. Parce que ça, on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure. Mais l'industrie pharmaceutique, elle ne finance pas que des experts. Elle finance entièrement les journaux, entièrement. Et très lourdement.
Si vous voulez gagner de l'argent, créez un journal médical qui publie pour l'industrie. Ah oui, parce qu'ici, c'est vrai que Nicole aime bien le rappeler, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt sur ce plateau. Oui, mais j'aime bien qu'on le mette en bas pour rappeler que c'est la loi que de mettre en bas de l'écran de télé. Qu'il y a aucun... Bah oui, parce que si on le faisait sur les grandes chaînes TV et que le monsieur qui vous parle alors on va dire des Dépakine au hasard, comme ça, en 1980, vous dites c'est formidable, et si en bas on dit qu'il travaille pour le labo Dépakine, eh bien il travaille pour le labo Dépakine. C'est son droit, mais qu'on le marque. C'est la loi, c'est la loi. C'est son droit. S'il a l'autorisation de sa tutelle. Attention, c'est quand même limité. Je voudrais ajouter que le problème des experts est très très important. Et le Grenelle de l'environnement, je faisais partie de l'après-Grenelle de l'environnement avec Corinne Lepage, on a vraiment demandé, mais ça fait longtemps maintenant, une haute autorité de l'expertise, avec chacun, pour les experts, chacun sa case, c'est-à-dire administratif, donc des laboratoires, des associations, on peut mettre aussi des experts judiciaires, chacun son étiquette. Et dans cette haute autorité de l'expertise, indépendante évidemment, avec les nominations qui sont surtout indépendantes, la question des lobbies, de contrôle des intérêts de tous, et ce que j'ai dit tout à l'heure, la question des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, la loi est de 2013. On n'a toujours pas, je crois qu'il y a un décret assez récent sur les lanceurs d'alerte, une commission qui existait déjà, et parce qu'on n'a plus d'argent, on va donner à cette commission qui se réunit, je crois, 2 fois par an, cette responsabilité du contrôle des lanceurs d'alerte. La France, la politique française, ne veut pas ce type de... C'est le contraire, parce que quand le professeur Even alerte sur les 4000 médicaments, c'est quand même du courant qui concerne tout le monde, c'est lui qui est poursuivi par le Conseil de l'Ordre. Il a 4 procès. Mais finalement, le Conseil de l'Ordre a perdu quand même. Oui, mais enfin, néanmoins, à la télévision, les gens ont entendu dire oui, mais le professeur Even, c'est un peu louche, là, le Conseil de l'Ordre le poursuit, oubliant quand même quand le Conseil de l'Ordre a été traité sous Vichy, oui, comme quand même joyeux. Bon, c'est un peu différent, mais enfin, joyeux, aucune raison d'être poursuivi par le Conseil de l'Ordre. Moi, je suis poursuivie aussi par le Conseil de l'Ordre depuis ma retraite. On ne va pas faire le palmarès quand même de tout le monde. C'est important de dire que les lanceurs d'alerte actuels... Enfin, chez nous. On va avoir l'impression qu'on est dans un plateau clandestin de télévision. Non, mais tous les médecins ou pharmaciens qui donnent l'alerte sont poursuivis par un conseil qui a été quand même créé sous Vichy pour dénoncer les médecins juifs, quand même. Faut quand même leur dire, Donc, ce conseil existe toujours, et malheureusement, on a quand même l'impression qu'il continue à faire la police, entre guillemets. J'aimerais qu'on finisse juste avec la Dépakine et qu'on découvre le témoignage que nous a apporté Sabrina Napri, qui est donc une patiente qui a pris de la Dépakine et qui a eu 2 petites filles sans arrêter son traitement. Bien évidemment, on ne l'avait pas informée de l'effet tératogène, donc de la Et elle n'avait nocivité. pas tapé sur Internet. Et elle ne l'avait pas tapé sur Internet, effectivement, la pauvre. Donc ces 2 enfants présentent des troubles de développement, donc on va l'écouter. J'ai un traitement à vie de la Dépakine. Et donc, en 2002, j'ai eu ma première fille, qui a aujourd'hui 14 ans. Et lorsque j'ai accouché, j'ai fait 4 crises d'affilée. Et depuis ce jour-là, on va dire que ma fille Elijah, surtout ma maman, s'était aperçue qu'elle avait eu des petits soucis. Alors moi, je lui ai fait faire un bilan psychomotricien qui a montré qu'elle avait un trouble de l'attention. Et elle est beaucoup plus lente que les autres. Elle a beaucoup plus d'efforts à faire que les autres, en ce qui concerne l'école ou autre. Et c'est vrai que c'est difficile pour nous, parents, parce qu'on ne sait pas quel mot mettre sur les difficultés de nos enfants. Donc ce qui peut paraître un peu difficile pour nous aussi, parce que le rapport qu'on a avec nos enfants peut être conflictuel. Et lorsque j'ai su en 2015 qu'il y avait un problème de la Dépakine, je me suis dit, peut-être que là, il y a une lueur d'espoir, parce que j'ai pu mettre des mots en écoutant des parents
où leurs enfants sont autistes, où ils ont un handicap physique ou mental. Des fois, c'est tout ça en même temps et c'est vrai que c'est très très difficile. Alors, vous nous avez dit que vous aviez commencé à prendre de la dépakine dès l'âge de 10 ans. Oui. Quand vous avez quand vous êtes tombée enceinte pour la première fois, est-ce que vous êtes allée voir un médecin et est-ce que ce médecin vous a mis en garde sur les possibles effets de la dépakine sur votre enfant pendant la grossesse? Sur ma grossesse. Alors à l'époque, si je peux me permettre, moi ce qui me fait rire, c'est que sur les boîtes de dépakine, il n'y avait pas marqué de risque pour la grossesse. Les boîtes, au jour du jour, oui, on le voit. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Lorsque j'ai été voir mon neurologue, ne m'a jamais dit qu'il y avait un quelconque problème, qu'il pourrait avoir un quelconque problème de la dépakine sur le fœtus ou sur l'enfant, tout simplement. Et donc j'ai continué à prendre mon traitement. Là, on ne m'a pas prévenu. Je pense que même ne savait pas. C'est réellement en 2015 que j'ai pu mettre un mot sur ce que mes enfants pourront ou ont. Mes enfants sont encore jeunes. Je ne sais pas qu'est-ce qui va en devenir plus tard, comment elles seront. C'est pour ça que je veux me battre aujourd'hui. Le laboratoire Sanofi, quand même, ils sont responsables. C'est eux qui doivent payer pour ce qu'ils ont fait à des milliers d'enfants. Il s'avère quand même que tout ce qui est indemnité ou autre, c'est l'État qui va payer et non Sanofi. Et donc, ce qui correspond à l'État veut dire que c'est nous les contribuables qui allons payer. Et c'est très, on va dire que c'est injuste parce que c'est pas à nous de payer les maux, ce qui nous ont fait subir. C'est à Sanofi de payer. Alors, pourquoi nous, les contribuables, on devrait payer quelque chose qu'on n'a pas demandé, mais qu'on nous a fait? Alors, Marie-Odile Berthelat-Geffroy voulait peut-être réagir au sujet de l'encadrement des patients quand il arrive ce genre de choses comme avec la dépakine. Quels sont les recours, quels sont leurs moyens de se défendre face à cela? Bien souvent, ce sont des associations qui prennent en charge les victimes au départ et ensuite qui les suivent jusqu'à... Alors, il y a deux difficultés, enfin, il y a deux problèmes à résoudre, l'indemnisation et de savoir ce qui s'est passé. L'indemnisation, donc, c'est ce qui peut être fait, c'est vraiment le plus tôt possible. Mais ce qui se fait, et depuis le sang contaminé, je vais vous raconter quand même dans le sang contaminé que les premiers hémophiles qui ont voulu déposer plainte, on leur a proposé à l'époque 5 000 francs. 5 000 francs, ils ont signé. Vous pouvez se racheter un vélo? Oui, même pas un vélo. Mais en disant, on ne fera plus de procédure ni civile ni pénale. Donc cette indemnisation, c'est très bien. Ce qui est moins bien en ce moment, que ce soit pour le Mediator ou maintenant pour la dépakine, c'est que ce soit les contribuables qui oui, parce que c'est des fonds d'indemnisation publique, en fait. C'est des fonds d'indemnisation publique. Mais l'ONIAM, donc qui est chargé de ce fonds qui est chargé de faire la procédure, devrait se retourner contre les labos. Je n'ai pas connaissance du fait que des labos ont déjà payé. Dans d'autres affaires. Dans l'affaire du Mediator, par exemple, Servier n'a pas payé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est très rare que le fonds d'indemnisation... En France, je parle de la France. Ouais. Oui. Parce que la France, c'est vraiment particulier. Quand il y a une plainte au pénal, paf, on indemnise. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Une plainte au pénal, attention, il peut y avoir des mises en examen, tout le monde aux abris. On peut s'en réjouir pour les victimes d'une certaine manière. C'est très bien pour les victimes, mais ce qu'il faudrait, c'est un fonds d'indemnisation. C'est que l'État récupère cet argent après avec les industries récupère cet argent coupables. Ou ce soit directement le laboratoire qui paie.
qui paie. Regardez Servier, les difficultés qu'il a fait et qu'il va faire encore. Regardez pour le sang contaminé, c'est l'État qui a tout réglé. Pour l'hépatite B, la vaccination anti-hépatite B, c'est bien, c'est la même chose. Donc l'indemnisation, c'est bien et il faut que ce soit rapide. Mais il ne faudrait pas que ça retombe sur les contribuables. Bon, d'une part. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut vraiment savoir ce qui s'est passé pour faire de la prévention. Donc, que ces choses-là ne reviennent pas. Et moi, ça fait, vous avez dit 15 ans, ça fait plus de 20 ans ou 25 ans que je fais ce type de dossier et je vois que ça recommence, Là, maintenant, je ne suis plus magistrat, je vois encore la dépakine, je vois dans la presse, et dans la presse, et j'en prends je prends certaines affaires comme avocate, mais ça... Qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? C'est qu'on ne fait pas ces retours d'expérience qu'on peut faire dans un hôpital. On ne le fait pas. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même qu'on sache ce qui a dysfonctionné pour que ça ne recommence pas. Mais ça, je le crois encore maintenant avec tous les ennuis que j'ai pu avoir comme magistrat, puisque je continue. Et vraiment, c'est incroyable que la France soit une exception par rapport à l'Europe ou par rapport aux États-Unis. Regardez les États-Unis, ils ont condamné tous les, que ce soit Smith, il y en a qui sont partis, mais des milliards de dollars. Et c'est les labos qui ont payé, c'est les labos. Les États-Unis, ils ont un système beaucoup plus transparent, on va dire. Il faudrait de la transparence. Et il y a peut-être juste une petite précision. Vous avez expliqué tout à l'heure que c'était les victimes qui étaient regroupées en associations, en fait, qui permettaient de faire avancer les choses. On a souvent parlé des class action. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire en France? Est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire en France? On peut le faire pour l'alimentation. Pas dans la santé. Pas dans la santé. La santé est Et que vaut cette exception alors? Enfin, pour quelle raison il y a cette exception? Elle est couverte sur la marmite. La réponse est dans la question. Il n'y a aucune justification. Qui paye les campagnes électorales? C'est comme ça. Peut-être. Vous savez, il y a eu 20 procès dans ces 12 dernières années, 20 procès contre les grandes firmes américaines aux États-Unis pour des faits de ce genre. Les 20 fois, elles ont été obligées d'ouvrir leur dossier. Les 20 fois, on a trouvé dans les dossiers la preuve qu'elles savaient parfaitement le risque qu'elles faisaient prendre aux malades et qu'elles n'avaient pas révélé. Les 20 fois, elles ont été condamnées à une somme totale de 27 milliards de dollars. Ça paraît énorme, gigantesque. Ouais. En tous les cas, c'est plus cher que le Mediator, je crois. Mais par rapport à leurs gains, c'est rien, comme d'habitude. Servier. Il faudrait que vous demandiez à Irène Frachon, qui suit cette affaire magnifiquement, et heureusement qu'elle est là pour pousser sans arrêt. Mais Servier a dû payer jusqu'à aujourd'hui 17 millions d'euros d'indemnité. Mais avec le Mediator, il avait gagné 720 millions d'euros. Oui, donc c'était une bonne opération. C'est ça que vous êtes en train de dire. Donc c'est comme ça finalement, à chaque fois, c'est comme ça que l'industrie pharmaceutique réagit. Je voudrais quand même répondre juste pour le retour, en retour d'expérience, au sens propre. Oui. Moi j'étais quand même, je sais pas, 45 ans ou 40 ans, je sais pas l'épée, on ne va pas raconter. À chaque fois qu'on avait un doute ou une certitude qu'il y avait un problème avec un médicament, il y a eu des unités de pharmacovigilance à la paix. Et à chaque fois, on nous envoyait un médecin qui était là pour enterrer les choses. Chaque fois, dans le dossier, il ne trouvait pas ce qu'il fallait. On n'avait jamais aucun retour. Par contre, on avait les 10 ou 15 pages à remplir. Donc, il est évident que dans la mesure où il n'y a jamais aucun retour et qu'on vous explique que non, c'est vous qui n'avez pas fait, enfin, c'est votre interne ou peu importe, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, mais non, il n'y a aucun souci. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, les médecins le font plus. Et là, honnêtement, en tout cas dans les hôpitaux publics, en tout cas à la paix, ne généralisons pas, après tout, c'est peut-être pas pareil à l'extérieur, mais en tout cas, c'est vrai qu'on en avait assez et que vraiment, il fallait un énorme truc pour qu'on se dise, on va prendre le téléphone et de toute façon, on nous envoyait l'attaché qui nous expliquait qu'on était les derniers des nuls et qu'on avait fait une erreur de diagnostic. Il n'y a pas de pharmacovigilance en France. N'écoutez pas un mot de ce qu'on vous raconte des centres régionaux, du centre national, etc. Il y a des postes qui sont payés pour ça. C'est le tonneau des Danaïdes, les informations qu'on peut jeter dedans avec beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, passer beaucoup de temps. Vous remplissez le tonneau, il n'y a pas de fond, il n'en sort jamais rien.
Un tonneau sans fond. Alors c'est peut-être là-dessus qu'on va s'arrêter, Nicole, parce qu'évidemment, on a encore dépassé le temps et je vais me faire houspiller par la régie, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. L'autre possibilité, c'est de le couper en deux et de le faire en deux fois. Oui, non, on va pas faire des... Non, vous voulez pas qu'on continue et qu'on passe l'émission on va s'arrêter là et puis on va se donner rendez-vous pour la prochaine émission, en tous les cas, Nicole. Merci à nos deux invités. J'espère que vous, Élise, vous serez aussi brillante pour nous trouver des invités de l'Atlas de la gentillesse et de l'humanité de ces personnes. On fera notre possible, Nicole. Merci beaucoup à vous tous.